Ma tante m'a maltraité pendant des décennies et maintenant je vais lui faire perdre des milliers. Mon père éloigné, qui vivait dans un autre comté, était pratiquement hors de l'image lorsque mes parents ont divorcé alors que j'avais 9 ans. En raison de difficultés financières, nous avons été contraints de vivre chez ma tante et de faire face à un véritable cauchemar quotidien. Ma tante a épousé un homme de la richesse géorgienne, et vous pouvez deviner ce que cela signifie par vous-même. Elle avait 3 enfants et a fini par découvrir que son mari la trompait. C'était un énorme scandale, elle a obtenu la maison, les enfants et un énorme paiement de l'avocat de la famille. C'est important parce que ma tante n'a rien fait dans sa vie pour mériter son argent, sa maison, son mode de vie ou quoi que ce soit d'autre. Elle est née pauvre, tout comme ma mère. Sous son toit, elle se sentait puissante. Des années de thérapie m'ont permis de reconnaître que certaines personnes, lorsqu'elles sont en position de pouvoir, éprouvent un plaisir pervers à ordonner aux autres de faire leur besogne. Elle était la plus stricte des autoritaires, dans tous les sens imaginables. Les tâches ménagères devaient être terminées à une heure précise. Aspirer à 15h45, faire la vaisselle à 15h55, les jours de lessive pour ma mère et nous les enfants étaient le mardi et le jeudi de 17h35 à 19h55. Si la machine à laver tournait encore, elle coupait l'électricité des 2 unités. En grandissant, ses propres enfants ont préféré rester avec leur père pour la garde à plein temps, et elle ne les avait que les week-ends. Même eux ne la supportent pas lorsqu'elle était en charge et chez elle. Au fil du temps, elle les a vus de moins en moins, optant pour des week-ends en alternance car les activités du lycée étaient prioritaires par rapport au temps passé avec leur mère. Pour ma sœur et moi, la grande maison de 6 chambres n'était pas à notre disposition. Ma mère devait payer un loyer ainsi qu'un loyer pour une seule chambre, car c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre avec son salaire. Nous devions partager une chambre jusqu'à ma 2e année de lycée. Pendant ce temps, il y avait toujours une chambre d'amis inutilisée disponible. Ma tante en avait besoin pour les invités lorsqu'il restait. Aucun invité n'y a jamais séjourné pendant les 10 années où j'ai vécu sous ce toit. Enfin, l'église que nous fréquentions a dit à ma tante de laisser la chambre d'amis pour que ma sœur puisse avoir sa propre chambre, car il était malsain que 2 adolescentes partagent une chambre de cette manière. Cela a rendu ma tante furieuse, car quelqu'un lui a dit quoi faire dans sa propre maison. Ma sœur et moi avons été les plus touchés par sa colère. Comme le salaire de ma mère était épuisé, ma sœur et moi devions faire des tâches supplémentaires comme tondre la pelouse, tailler les arbustes, nettoyer la piscine que nous ne pouvions plus utiliser sans qu'elle nous surveille dehors. Le comportement de ma tante devenait de plus en plus scandaleux et déconnecté de la société. Par exemple, elle avait toujours claqué des doigts pour attirer l'attention de quelqu'un, mais c'était de plus en plus fréquent et elle explosait en colère si ma sœur et moi ne lui obéissons pas. Ses propres enfants ont essayé à maintes reprises de lui dire que ce qu'elle faisait était mal, mais elle ne les écoutait pas. Finalement, il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle en dehors de la maison. Elle était un tyran là-bas, et toutes les interventions pour la faire voir la folie de ses actes tombaient dans l'oreille d'un sourd. J'ai craqué, durant tout mon lycée, je n'avais aucune confiance en moi. J'étais faible et de plus en plus distant de mes amis et de la société. Je dis cela en toute vérité et avec peur, mais si les circonstances avaient continué comme elles étaient, j'aurais pu prendre une arme et me tuer, ou pire, tuer d'autres personnes autour de moi. J'étais dans un état lamentable. Je venais de terminer le lycée et j'avais commencé mon premier semestre de collège communautaire. J'étais à 2 semaines de cours à domicile lorsque ma tante m'a annoncé une bombe. Tu me dois $$ pour le loyer de ce mois-ci, ainsi que pour le loyer du mois prochain. Nous sommes le 27 après tout. Tu es majeur maintenant. Tu as fini le lycée et tu travailles maintenant, donc tu dois payer un loyer. Quoi? J'ai explosé de colère en lui criant, tu ne peux pas décider soudainement de me faire payer un loyer juste parce que ça te chante. J'ai besoin d'un préavis de 30 jours, j'ai des droits. Ma tante m'a répondu en me donnant une excuse bidon selon laquelle elle en avait discuté avec ma mère et qu'il avait été décidé que je devais payer mon propre loyer maintenant. D'une manière incroyable, j'ai trouvé en moi un certain courage et j'ai répliqué en criant, si je suis majeur, alors traite-moi comme tel et parlons d'un contrat de location. Je commencerai à te payer un loyer dans 30 jours, à partir du 1er. Je lui ai tourné le dos et je suis parti, les poings serrés. J'étais furieux, mais je suis parti. Ma tante a vu mes poings serrés dans mon dos et elle a crié à tue-tête que j'allais l'attaquer. Non, je ne le ferai pas. Elle a claqué des doigts plusieurs fois pour attirer mon attention, mais je ne me suis pas retourné. J'avais besoin de me calmer et de clarifier mes idées. En tournant le coin, elle a attrapé mon poignet fermement en criant « Je n'ai pas fini de te parler ». J'ai lancé mon poing toujours serré en avant en continuant ma marche, brisant sa prise car je n'avais pas arrêté mon élan. Cela a fait que son bras qui me rattrapait a heurté violemment le coin du mur que je venais de tourner. Elle a hurlé de douleur, mais je suis sorti de la maison et je suis parti. L'incident a entraîné ma tante à appeler la police pour porter plainte contre moi. Elle a été emmenée à l'hôpital et a subi une fracture du poignet, qui a été plâtrée, je ne sais pas, car je ne l'ai jamais vue et je n'ai jamais demandé davantage de détails. Sa version des faits changeait chaque fois qu'elle racontait aux policiers ce qui s'était passé, tandis que ma version était toujours la même. Je me souviens encore de cet instant jusqu'à l'odeur dans la maison, de ma position, des ampoules allumées et éteintes, etc. Gravé à jamais en moi. J'ai été expulsé de la maison et je ne pouvais plus rendre visite à ma sœur ou à ma mère là-bas. Cela me convenait très bien, car je ne voulais plus jamais revoir cette tante de botch. J'étais heureux de retrouver ma mère et ma sœur dans le restaurant local ou le centre commercial. Nous pouvions être nous-mêmes là-bas et non des otages dans notre propre maison. Années plus tard, ma mère a ouvert les yeux et a quitté cette relation abusive avec sa sœur pour vivre seule. Elle a trouvé un endroit agréable temporaire, a investi judicieusement et, avec l'aide de l'église, a réussi à trouver un logement qui lui est propre. En 2009, après la crise immobilière,
elle a acheté sa propre maison qu'elle n'aurait jamais pu se permettre avant l'effondrement du marché. Mais du bon en est sorti. Elle a pleuré en sachant que ma sœur, et sa famille, et moi pouvions venir la voir à tout moment et y rester. Au fil des années, j'ai réussi à pardonner à ma tante pour ce qu'elle m'a fait. Pas à oublier, mais à pardonner. J'ai laissé partir une grande partie de ma colère et de ma haine envers elle. Lorsqu'elle n'a plus de pouvoir ni de contrôle sur nous, elle est une personne relativement décente pour être une véritable botche. Mes cousins se sont calmés, ils ont entendu mon côté de l'histoire sur ce qui s'est passé toutes ces années auparavant et ils savent quel genre de personne je suis par rapport à quel genre de personne est leur mère. Ils ont choisi de me croire et ils savent que je ne l'ai pas frappé ou agressé, contrairement à ce qu'elle continue de prétendre. La vengeance, bien que j'ai pu pardonner à ma tante pour ce qu'elle m'a fait, je ne peux pas lui pardonner ce qu'elle a fait à ma mère. L'avoir maintenue dans des difficultés financières pendant une décennie alors qu'elle possédait un compte en banque rempli d'argent et de biens. Ou ce qu'elle a fait à ma sœur. L'avoir forcée à payer pour les dégâts causés lorsque le chauffe-eau a éclaté alors que ma tante et ma mère étaient absentes un week-end, laissant ma sœur seule à la maison. Elle n'a découvert les pièces inondées que plusieurs heures plus tard. La justification de ma tante était que c'était la responsabilité de ma sœur de surveiller la maison. Pas la responsabilité du propriétaire de maintenir remplacer le chauffe-eau avant qu'il ne casse. Laissons cette charge financière initiale de 5 000 $ avant que l'assurance contre les inondations n'intervienne sur une jeune fille de 16 ans. J'ai eu peu ou pas de contact avec ma tante depuis que j'ai été expulsé de la maison il y a près de 2 décennies. Mais je reste en contact constant avec mes cousins. Bien que je ne divulgue pas mon métier, je peux dire que je travaille avec et pour le gouvernement. J'ai travaillé dur pour en arriver là où je suis aujourd'hui. On me connaît pour être honnête, sage et donner de bons conseils lorsque l'on me le demande. En raison de cela, je discute souvent de questions financières avec mes cousins, qui sont tous des personnes intelligentes en matière d'argent et qui réussissent dans leur vie. Ils transmettent souvent ces informations à leur mère intrigante qui n'a aucune aptitude pour les affaires et les investissements. Tout cet argent qu'elle a obtenu de la vente de sa maison, de son règlement de divorce, de ses investissements antérieurs est pratiquement parti. J'ai passé des années à planifier le piège parfait, et il a fallu beaucoup de temps pour tout préparer afin que tout paraisse normal. Je ne suis pas avocat et je ne prétends pas connaître la loi, mais je connais les réglementations. Et les lois relatives aux informations privilégiées. Ce n'est pas le cas ici, j'en suis certain à 100%, et si j'allais devant les tribunaux, je sais que mon avocat aurait une solide défense. Cependant, cela se situe dans une zone grise, c'est certain. J'ai laissé échapper à mes cousins quelques informations sur mes futurs projets immobiliers près de la nouvelle zone de résidence de ma tante. Cela pourrait valoir beaucoup plus en raison du développement futur de la région. Tout cela était vrai et étayé par ce qui était dans le journal et les nouveaux panneaux de construction qui sont apparus sur Google Maps, à l'époque. Le reste a été inventé par moi, mais appuyé par des informations réelles que j'ai consultées sur des sites web immobiliers et sur des projets sur lesquels je travaillais dans le cadre de mon travail. Le téléphone arabe a eu lieu et quelques semaines plus tard, je présume, ma tante a commencé à passer des appels à des agents immobiliers pour acheter beaucoup de terrain dans la zone non développée et médiocre près de sa nouvelle maison. Au cours de quelques mois à un an, elle a dépensé 300 000 $ de ses dernières économies pour acheter des terrains en espérant que leur valeur augmenterait lorsque la région environnante serait développée dans les années à venir. Cependant, le département du logement et du développement urbain, le gouvernement et la ville n'ont aucun projet de développement dans ces zones immédiates. En fait, les analyses ont montré que construire dans ces zones était une mauvaise planification et coûterait 2 à 3 fois plus cher aux contribuables, car le terrain n'était pas écologiquement viable. Il était préférable de construire à 6 miles de là. Ma tante refuse de vendre les terrains à moins d'obtenir au moins le même prix qu'elle les a payés, car elle est la propriétaire de ces terrains. On ne peut pas lui dire quoi faire sur sa propre terre. La douce vengeance frappe d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Mon cousin m'a informé que la valeur des terrains a considérablement diminué car il n'est pas viable écologiquement d'y construire quoi que ce soit de commercial. Mais ils sont zonés pour un usage commercial. Le meilleur, c'est que mes cousins n'ont absolument aucune idée que je les ai manipulés pour que leur mère en subisse les conséquences.